Bonsoir, bienvenue sur la Libre Antenne, comme tous les soirs, 21h minuit sur metatv.org. Ce soir, on est avec Pierre Jovanovic. Bonsoir Pierre. 666, bonsoir à tous. 666. ou 777. Ou 777. Comme vous voulez. Au choix. En tout cas, on est avec la régie, voilà, aussi Steph, Mika, DJ Premier, avec tous les métanautes connectés, Papatrol, Péta, Kigaba, Foxy, Defray, Frisky, Bertrand du Donbass, One Stewan, Asselineau, Carac, Coin quand même, Triomphe, Jock, Big Tenia, Dras, voilà, les modératrolls, Gaspard et Nuit, La Révolte, Libertad, Papatrol, tout le monde est connecté. Ah bah, il y a du monde. Tout le monde nous attend, on nous dit tous, d'ailleurs, ils nous disent bonjour, bonjour à Pierre et à toute l'équipe, salut. J'ai mis une super chemise pour vous, les mecs. Ah bah oui, ils ont remarqué, ils ont dit d'ailleurs concours de chemise ce soir, tu vois. Ils étaient au taquet, ils avaient compris. Déjà, d'ailleurs, ça, on me l'avait dit. Alors, Pierre, là, on est venu, mais 6. Alors, c'est ton dernier ouvrage. Et franchement, bah écoute, on en parle en haut, je le dis, vous savez que voilà, je ne fais pas de compliments dans le vent. Voilà, mais, il l'a lu. Voilà. C'est important parce qu'il y a des gens qui ne lisent pas, qui font des vidéos, qui lisent. Voilà. Mais là, franchement, je l'ai lu et je peux dire c'est une bombe. Merci. Mais vraiment, c'est une bombe. Voilà, voilà, tu mets les pieds dans le plat. On y apprend vraiment une quantité d'informations sur comment j'ai vu ça. C'est la machination de la Fed et des États-Unis, d'Amérique, qui presque, voilà, tu fais une comparaison constante avec l'Apocalypse de Saint Jean. En plus, ça on y reviendra, c'est très important. Mais c'est un empire du mal, c'est diabolique, c'est démoniaque ce qu'ils ont fait. Oui, bien sûr. Et ce qu'ils font. C'est démoniaque, c'est surtout en ce moment. C'est voilà, il y a comment dire, un système mais digne effectivement du diable dans la perversité, en plus des conséquences, parce que tout est lié finalement. L'histoire du XXe siècle, il est lié à ça. C'est toute l'histoire. Là, on a l'impression de comprendre toute l'histoire du XXe siècle, en tout cas d'avoir une autre vision des choses. Parce que la Fed, donc, pour rappeler, parce que donc la Fed, c'est la réserve. La banque, voilà, la réserve fédérale. Réserve fédérale américaine. Je précise que ça s'appelle réserve fédérale réserve. Déjà, la tromperie est dans le nom, puisqu'il parle d'une réserve. Alors, si vous voulez, vous voyez, la réserve d'une épicerie, vous voyez, c'est là où on met les stocks. Ouais. Donc, en fait, techniquement, la réserve fédérale, c'est la réserve d'or. C'est ça que ça sous-entend. Bien sûr. Ouais. Hein, c'est ça, c'est la réserve d'or. C'est comme ça qu'on le comprend, oui, réserve. Bien sûr, mais évidemment. Les mots ont toujours un sens, hein, c'est très important, vous l'avez vu dans le livre. Et la grande... je ne suis pas le seul à l'avoir montré. En revanche, je suis le seul à le montrer, effectivement, du point de vue de l'or, hein, et des conséquences de cette machination littérale depuis le début du vol de l'or par les banquiers. Et ils volent l'or de la population. Hein, voilà, ils volent l'or. Alors, machination, en plus, c'est à la fois un braquage par les guerres, mais après aussi en temps de paix, parce qu'en fait, en temps de paix aussi, ils ont on va dire, braqué... Surtout en temps de paix, d'ailleurs. Surtout en temps de paix, d'ailleurs, ouais. Surtout en temps de paix. En temps de guerre, ils ont fait très fort, puisque pendant la guerre de la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale, je pense notamment à la Deuxième Guerre mondiale, les Américains exigeaient de la part des Anglais, aussi bien des Anglais que des Français d'ailleurs, hein, d'être payés en lingots d'or. Hein. Comme par hasard, la monnaie de singe, dès que ça les concerne eux, ils ne veulent plus être payés en monnaie de singe. Ils exigent de l'or, des lingots d'or. Hein. Ils n'exigent pas des cacahuètes, du beurre, du fromage, du vin. On pourrait, hein. Non, ils exigent des lingots d'or. Hein, c'est le fameux programme Cash and Carry pendant la guerre. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'à 2 reprises, la France a été sauvée. Je le souligne parce que on n'en parle jamais assez de Lucien Lamoureux. Exactement, Lucien Lamoureux t'en parle, un héros caché de l'histoire. Héros caché de l'histoire, absolument. Il a sauvé l'or lorsque Franklin Roosevelt avait voulu braquer tout l'or de la France. Hein, donc c'était en 38-39. Et le gouverneur, le ministre des Finances a interdit de donner l'or de la France, de le mettre à l'abri aux États-Unis. Et Franklin Roosevelt, déjà à l'époque, dit « Vous donnez-nous votre or physique, nous on va vous donner des billets. » On vous donne du PQ. C'est déjà à l'époque. Hein. C'est déjà à l'époque. C'est une constante de tous les présidents américains, à l'exception de Kennedy. Et d'ailleurs, je me souviens que quand je suis passé ici, on a l'occasion de parler de Kennedy, si mes souvenirs sont bons. C'est la seule exception, et d'ailleurs il est mouru. Hein.
Voilà. Et tous les autres, en fait, tout le programme qu'ils ont appliqué, c'est le vol de l'or de tous les pays. Et le dernier en date, on a les photos, on a cette splendide photo qui est dans le livre, de Sarkozy, Cameron, je crois, Cameron aussi, et voilà, Obama, et Obama, ouais. mettant Angela Merkel dans un coin pour essayer de lui braquer son or. Son or avec... Extraordinaire. Voilà, parce qu'on a essayé... L'or du Rhin. Voilà, l'or... L'or du Rhin. Ouais. L'opéra, l'or du Rhin. C'est-à-dire qu'ils ont demandé à l'Allemagne, en fait, de mettre en garantie l'or des Allemands pour le fonds, le fameux EFSF. Là. Un programme de méga PQ, on va dire ça comme ça, de méga PQ qui aurait permis ensuite à l'ensemble des banques américaines, en particulier à Goldman Sachs, de braquer tout l'or de l'Allemagne, grâce à un défaut de paiement, notamment de la Grèce, par exemple. Ça aurait été fait avec une facilité déconcertante. Et en revanche, il y a encore des fonctionnaires intègres au sein de la Deutsche Bank, de la Bundesbank, pardon, et ils ont refusé de mettre cet or en garantie de l'EFSF. Mais vous avez vu qu'un commando en Ukraine, la première chose qu'ils ont faite, d'aller braquer l'or de l'Ukraine. Comme partout. Partout, à chaque fois. Partout, au Chili, partout. Pareil, on apprend ça. Incroyable. Et en plus, alors ça aussi, c'est quelque chose qu'on apprend, que au niveau de l'Europe de l'Est, quand il y a eu, on va dire, l'effondrement de l'Union soviétique, les Américains se sont jetés sur ces pays de l'ancien empire soviétique, on a exigé d'eux, en fait, pour leur adhésion au FMI. C'est la première chose. Voilà, c'est votre or direct, et comme ça, en gros, vous rentrez dans le club. Voilà, c'est-à-dire qu'on voit dans le livre que pendant l'époque du pacte de Varsovie, c'est-à-dire on va dire la guerre froide, gentiment, c'est-à-dire Tchécoslovaquie, Bulgarie, Hongrie, etc., les Russes n'ont absolument pas touché aux réserves d'or de chaque pays quand ils ont pris le contrôle en 45-46. Ils ont laissé les stocks d'or dans chaque banque centrale. Ils n'ont pas touché. Mais ils n'ont pas touché. Et la première chose, après l'effondrement du mur de Berlin, la première chose que le FMI a demandé, le FMI c'est Washington, eh bien ils ont demandé immédiatement la mise en garantie de l'or de chacun de ces pays de l'Est au FMI, de parquer tout ça au FMI. C'est grandiose, non? C'est fabuleux, quoi. C'est une escroquerie monumentale pour préserver l'hégémonie du dollar, et uniquement pour ça. C'est une monnaie diabolique. Littéralement. C'est ce que je montre dans le livre, en tout cas. C'est ce qui sort clairement de... Parce que le dollar, donc, ça met en place, en fait, une politique où, en fait, c'est ça, en fait, que, bon, même j'ai envie de dire, c'est pas très visible comme guerre. En fait, ils sont en train de... Non, c'est une guerre invisible. C'est une espèce de guerre invisible. Mais c'est la grande spécialité des Américains. Regardez bien en ce moment, c'est même genre BFM TV, vous voyez. Il y a un hélicoptère qui s'écrase. Malheureusement, il y a 2-3 sportifs qui sont morts. Et des gens, bon, c'est des accidents qui arrivent tous les jours, on va dire. Mais pendant 3 jours, on ne vous parle que de ça. Pendant ce temps-là, on ne vous parle bien entendu pas de ce qui se passe ni en Grèce ni ailleurs. C'est la méthode américaine. C'est-à-dire, regardez là-bas, pendant que eux, ils sont en train de vous braquer votre coffre-fort, quoi, voilà. Et le but ultime, c'est ce que je montre avec ce livre, c'est le but ultime des Américains, c'est de voler, voler, c'est peut-être pas le terme, c'est de mettre la main d'une façon légale, détournée, de mettre la main sur l'or de la France, de mettre la main sur l'or de l'Italie, du Portugal, de l'Espagne, voilà. C'est ce qu'ils veulent, de manière à ce qu'au bout du compte, la seule monnaie qui puisse exister, c'est le dollar appuyé par l'armée américaine. C'est-à-dire que c'est un bout de PQ qui ne repose que par tous les chars Abrams, la capacité nucléaire. Voilà, c'est ce qu'ils veulent. Et ils ont quand même réussi à braquer un nombre incroyable de pays. On apprend, alors là, moi je pense que même pour certains de nos auditeurs, par exemple, on va parler du cas de la Belgique. Beaucoup de Belges qui nous regardent, ils sont extrêmement nombreux. Ah oui, on a des tableaux, des tableaux dans le livre qui sont absolument extraordinaires. N'oubliez pas, c'est un exemple que je donne, que je donne très souvent, mais qui résume bien le livre. C'est peut-être, je sais pas, c'est dans les pages, dans ces pages-là. Voilà. Écoutez bien, en 1935. Donc avant la Deuxième Guerre mondiale, les stocks d'or de la France étaient presque à 4000 tonnes. 4000 tonnes, c'est... Voilà. Vous comprenez maintenant mieux pourquoi les Anglais ont appuyé lors des négociations à Bretton Woods la décision de ne pas revenir au standard or direct, puisque dans ce cas-là, la France redevenait le pays
le plus puissant financièrement parlant. Déjà. Il était hors de question, pour les Anglais et les Américains, puisque la France avait perdu la guerre techniquement, donc que la France devienne le pays le plus puissant aux côtés des États-Unis. Les stocks d'or dans l'Angleterre étaient beaucoup plus bas. Alors, et là où ça devient intéressant, et vous allez bien comprendre la manipulation des traders actuellement de Wall Street, les pigs, les fameux porcs. Voilà. Si vous combinez, à l'époque, si vous combiniez l'or des Français, des Belges et des Suisses, le centre commercial mondial se déplaçait immédiatement donc, dans le triangle Bruxelles-Paris-Genève. Déjà. Ensuite, ajoutez le Liban, pays catholique. Ah voilà, le Liban. Voilà. Pays catholique, les pays africains sous contrôle français et belge, d'accord. Et vous avez 70% de l'or mondial francophone. Donc, pour le monde protestant, c'était impensable. Voilà, tout simplement. D'où les pigs. Depuis 6 ans, je dis que cette manipulation des pigs, de l'attaque uniquement sur les pigs, c'est une attaque principalement religieuse, littéralement. D'où, je veux dire, l'explication de 777 vient compléter celle-ci. Mais et alors, si vous ajoutez donc l'Italie, l'Espagne, le Portugal et l'Irlande, vous obtenez une masse phénoménale d'or catholique. C'est-à-dire 90% d'or catholique. Bon, terminé. Et donc vous comprenez maintenant pourquoi les accords de Bretton Woods, il n'était pas question de revenir au standard en direct, c'est-à-dire une monnaie qui est valable, on va dire, en fonction de ses stocks d'or, parce que n'oubliez pas, le stock d'or, c'est ce qui donne la confiance aux gens, surtout à l'époque, et donc on est venu au standard or indirect, le standard or de Franklin Roosevelt, puisque seuls les Américains, c'est la clé de Bretton Woods, et c'est la clé de ce qui s'est passé en 71. Les États-Unis étaient obligés d'échanger chaque mois tous les excédents de dollars que vous aviez. Et c'est ce que faisait De Gaulle de temps à autre. Il renvoyait des bateaux remplis de billets verts. Et puis il demandait de l'or. Exactement. Et on lui donnait, en échange, on lui donnait des ors, des lingots d'or physiques. Et j'ai retrouvé donc dans les notes de la CIA, vous le voyez par là, vous en avez quelques-unes, de la CIA, que tout le travail de la CIA à partir de 1968, 67-68, c'était dans toutes les stations en Europe, etc., empêcher les pays, les capitales, les États, les gouvernements de demander, enfin le ministère des Finances en l'occurrence, de demander l'échange des billets verts contre des lingots. Et c'est devenu une histoire encore plus folle à partir de 1970 et 1971, puisque, comme vous le voyez dans le livre, c'est en 1969 que les Américains ont voté les textes. Les Américains ne font jamais rien sans voter des textes avant, des lois, machin. Ils ont voté les textes pour, d'abord pour eux, démonétiser leur propre dollar. En disant, voilà, notre dollar ne repose plus sur rien, c'est l'air. Voilà, c'est du PQ, voilà. Mais c'est officiel, on a voté une loi, et derrière, et donc du coup, ils ont forcé le monde entier ensuite, avec la fameuse déclaration de Nixon, le 15 août. Et c'est pour ça que je dis, faites tous attention à cette date, parce que la date du 15 aut, elle revient plusieurs fois. Elle revient très souvent dans ce... Puis c'est des dates clés, c'est pas n'importe... 15 août, c'est la fête de la Vierge, voilà. Et on voit bien, si vous voulez, donc le côté monétaire et spirituel se marient. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça va ensemble. C'est comme une espèce de divorce. C'est-à-dire que plus l'athéisme progresse, et plus il y a une déconnexion en fait entre la valeur de la monnaie et la disparition de l'or. C'est pour ça qu'on vous parle beaucoup de plus on vous parle de laïcité, machin, bidule, et moins il y a d'or. Voilà. Non, mais il y a une connexion, c'est très net. Je l'ai vu quand j'écris. Ah ben là, on voit que les Américains, ils mettent tout en œuvre donc pour dépouiller pays par pays. Ils s'y prennent. Alors, oui, absolument. Pays par pays. Pays par pays. C'est assez méthodique, c'est ça qu'on sent. Parce que tous les pays aussi. Mais vous avez raison de le souligner. Vous savez pourquoi? Parce que la méthode d'enseignement des Américains versus la méthode d'enseignement des Européens ou des Russes, par exemple. Vous avez par exemple, prenons l'exemple, parce que le livre commence s'ouvre sur Saint-Pierre, donc prenons l'exemple d'un serrurier, puisqu'il a les clés. Un serrurier français connaît le fonctionnement d'une porte. Il est capable de réparer une porte. Et bien entendu, il va vous mettre une nouvelle serrure, mais il est capable de raboter la porte, de machin, de trucs, etc. Il a une vue d'ensemble. Il a reçu un enseignement pour réparer l'ensemble qui soutient son produit principal.
Les Américains, c'est autre chose. Ils fonctionnent de manière totalement différente. Vous avez le spécialiste. Le mec, c'est le serrurier, sorti de là, il connaît rien. Hein, pour réparer la porte, il faut venir à un menuisier. Ah non, mais c'est ça. Il fonctionne comme ça. Tout le système d'enseignement américain, grosso modo, dans les grandes lignes, est comme ça. Et on le retrouve bien, d'ailleurs, je discutais avec un militaire il y a quelques jours, c'était très intéressant parce qu'il me disait que l'armée américaine, par exemple, ils sont dans l'incapacité d'être débrouillards. Hein, ils sont incapables, par exemple, de se faire à manger. Comme nous, enfin en tout cas moi quand j'ai fait l'armée, vous aviez votre tambouille, vous étiez capable de vous faire à manger tout seul. Là-bas, s'ils n'ont pas un camion qui arrive avec le hamburger, McDonald's, etc., qui accompagne l'infanterie, ils sont paumés. Non mais vous voyez, on retrouve ce genre d'approches qui sont totalement différentes dans quelque chose qui est le symbole des États-Unis, c'est-à-dire leur armée. Ah mais... Donc vous voyez, en ce qui concerne... et ils veulent, si vous voulez, ils découpent chacun, et la CIA fonctionne de la même façon, ils découpent chaque problème et ils attaquent au cœur de cible. Les mecs sont d'une intelligence redoutable, inouïe, ils prennent les meilleurs. Les meilleurs de Harvard, etc., finissent à la CIA en général. Et puis grâce à la planche à billets, les mecs, ils sont payés... ouais. Tiens, en fait, justement, je vous ai rapporté à tous d'ailleurs. Hein. Regardez, ma propre planche à billets. Attendez, sur la bande des anges. Allô. Regardez. Attends, on va faire rouler. Bon, bah nous aussi, ouais, on peut faire. Voilà, la planche à billets. Bah ouais. Pour les Américains. Mais moi, je rachète. Okay. C'est ce que je dis toujours. Je rachète le pays, tout. Voilà, tous. Hop, voilà. C'est ce que font les Américains toute la journée en fait. Ils nous balancent du papier. Mais bien sûr. Et ils rachètent la planète. Mais bien sûr, papier. ils rachètent ils corrompent. Ils corrompent. La corruption, vous l'avez vu en ligne l'autre jour chez Bourdin, dont je salue le professionnalisme au passage, parce qu'il était extrêmement critiqué ces derniers temps. Mais Bourdin a fait cracher l'autre enfoiré de Falciani. Il était un agent de la CIA chargé de la destruction de la banque HSBC. Il l'a reconnu en direct live. C'est extraordinaire. Donc vous voyez bien que le travail aujourd'hui de la CIA, c'est pas d'aller voler des secrets militaires en Russie, vous voyez, ou de voler les trucs nucléaires en Corée du Nord, vous savez, comme on a l'image de James Bond, vous voyez, des années 50-60, pas du tout. C'est une guerre financière. Et ça, je l'avais vu en tant que journaliste, c'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, là, il y a eu un très grave problème au Pentagone dans les années 90, techniquement 92-93, ils ont eu une crise d'identité. La CIA, NSA, et je l'avais chroniqué à l'époque parce que j'avais écrit pas mal de papiers des États-Unis. En fait, ils avaient plus d'ennemis. Ils avaient plus d'ennemis. Aujourd'hui, on a l'islam, le musulman, tout ça. Ils ont fabriqué un ennemi. Mais ils avaient plus d'ennemis. Ils savaient plus trop comment. Ils avaient toute cette force d'espionnage, de satellites, d'écoute, de machin. Ils savaient pas quoi en faire. Parce que du jour au lendemain, il n'y avait plus d'ennemis, il n'y avait plus de la guerre. Ils se sont retrouvés comme des cons. Donc il fallait il fallait réaffecter l'ensemble de ce savoir-faire, de toute cette technologie, d'espionnage à distance, etc. Et ils l'ont réaffecté, ça je l'avais chroniqué à l'époque. Je pense que même vous le retrouvez sur mon site, sur giovanni.com, à droite, vous avez anciens articles du Quotidien de Paris et de France Câble et Radio, justement. Où ils ont pris la décision d'espionner tous ceux qui vendaient des produits et qui embêtaient les Américains. Exemple, Airbus, les ingénieurs d'Airbus donc ils étaient systématiquement mis sur écoute. France Télécom. France Télécom, Alcatel. Alcatel. J'aime plus. Je le raconte dans le livre. Oui, voilà, Là, vous avez plein de chapitres là-dedans, les mecs, sur la CIA, NSA. Sur la CIA, ouais. Et avec des documents. Parce que ça, c'est... Non, mais parce que ce qui est incroyable, c'est que la CIA, la NSA, donc des agences de renseignement américains, sont dédiés en fait à cette guerre économique. Bien sûr. Ce sont pas des organismes d'État, ils travaillent, je veux dire, c'est une fusion avec les entreprises. C'est-à-dire que la NSA, elle est là pour aider Google et pour aider... Il y a la célèbre histoire, alors ça date de 1995. Personne n'en a parlé en France, mais personne. Une fille de la CIA était chargée d'approcher, on va appeler ça comme ça, un haut fonctionnaire, je crois que c'était du ministère de l'Industrie. Parce qu'à l'époque, il y avait des trucs qu'ils voulaient absolument, dont ils voulaient prendre le contrôle, notamment des brevets. Exemple, surtout des histoires de brevets en fait.
Et la fille de la CIA donc, a réussi à draguer le mec, et puis tant et si bien qu'elle en est tombée follement et véritablement amoureuse. Et comme elle en était mais totalement amoureuse, elle lui a dit la vérité. À la base, elle travaillait pour la CIA, que l'agence l'avait chargée de l'approcher pour de bon, et que pour que leur amour soit pur, machin, il fallait qu'elle donne la vérité. Vous voyez, à l'américaine, vous voyez. C'est I love you, I miss you, enfin bon, le truc classique, vous voyez, dans tous les films. Mais c'est une réalité. Et donc, elle lui a balancé le truc. Et le type était tellement vexé qu'il a appelé la DST. Et ça a fait un scandale. Et c'est pour ça qu'il y a eu, entre autres, des expulsions d'agents de la CIA. Hein, on en a très peu parlé. Hein, voilà. Mais aujourd'hui, donc, le rôle de la CIA et de la NSA, c'est effectivement de voler tous les brevets. Et aujourd'hui, les mecs, ils ont besoin de se déplacer, puisque on a appris que dans les ordinateurs, vous avez des chips. Vous avez des portes ouvertes. Par exemple, vous êtes ingénieur, je ne sais pas, moi, chez Serge Dassault. Hein, sachez que grâce à votre ordinateur Lenovo, ou peu importe ce que c'est, ou Dell, hein, la NSA peut venir directement dans votre bécane et tirer tous les plans, tranquille. Voilà. Donc on voit bien, c'est l'Empire romain rené. Hein, et c'est là où c'est intéressant à mettre en comparaison avec l'Apocalypse de Jean. Hein. Je suis le premier et le dernier. Hein, le premier et le dernier, vous avez vu ça dans 777. Hein, le premier et le dernier, donc c'est la première ère, le début et la fin. Et en fait, on voit que l'Empire romain est rené, hein, est revenu. Hein. C'est un nouvel empire romain. D'ailleurs, vous regarderez que l'emblème des Romains, c'est l'aigle. Hein, et les Américains, c'est l'aigle, hein, omniprésent partout. Ils ont 180 bases, je ne sais pas combien, de présents, dans 180 pays, pardon. Vous vous rendez compte 180, ils sont présents avec des bases militaires dans 180 pays. Ils ont des armées partout. Et avec la planche à billets, vous corrompez tous les politiques. Tous les politiques, parce que, alors, corruption politique et aussi médiatique, parce qu'ils achètent, ils prennent des participations partout, dans tous les médias. On a vu un journaliste allemand sortir un bouquin il y a 4 mois, je ne me souviens plus de son nom, mais vous allez le retrouver, où il explique, alors je crois qu'il travaille pour Spiegel, était spécialiste de politique étrangère, et il raconte bien qu'en fait, la CIA l'a approché à plusieurs reprises, de manière à raconter toutes les conneries pour favoriser la politique, en général. D'ailleurs, c'est toujours en faveur de la politique américaine ou celle d'Israël. Hein, c'est grosso modo, c'était toujours ces deux trucs-là. Et puis le mec, il a pété un plomb, il me dit « je suis pas marié, j'ai pas d'enfant, je balance tout », et il a sorti ce bouquin il y a 3-4 mois, qui fait un carton, et ça s'appelle « Verkauft ». Le journaliste, hein, les journalistes achetés. C'est intéressant. C'est hyper intéressant. Et puis il explique aussi, je crois que la CIA a un maillage de réseau incroyable en Allemagne, dans le gouvernement, dans les ministères, dans les fonctionnaires allemands. Mais alors, à la fin du livre, j'étais en train de finir le livre, et au moment où je finissais le livre, Angela Merkel, avec cette histoire de l'or, etc., elle pète un plomb. La Bundeswehr met la main sur 2 espions de la CIA. Et là, au deuxième, elle a pété un plomb, elle a expulsé le chef de la station de la CIA à Berlin. C'est quand même extraordinaire. Donc, or, tout ce qui touche à l'or, les Américains veulent l'or de la France, du Portugal, de l'Espagne, voilà, de tous les pays, parce que les Belges se sont fait mettre. Mais alors les Belges voilà, j'ai pas, alors je sais pas trop où c'est dans le livre. Les Belges, je me souviens qu'ils l'ont vendu petit à petit. Voilà, c'est la technique du voleur chinois. Voilà. C'est-à-dire que la technique du voleur chinois, c'est ça. En plus, donc là, ça nous fait des petites côtes de porc caramélisées. Vous voyez. Donc, vous voyez, c'est le jour J, vous le déplacez. Vous commencez votre déplacement. Et puis, progressivement, tac, tac, tac. Et puis, un jour, vous le déplacez là-bas. Et à un moment donné, parce qu'il disparaît de votre vue. Et donc, vous n'y prêtez pas attention. Et c'est fini. Et les Canadiens, les Belges, se sont fait avoir. En plus, avec la complicité de leur gouverneur central. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Ce qu'on voit dans ce livre. C'est comme si on vendait la Joconde. Ça revient au même. Hein, et c'est pour ça qu'il y a un chapitre qui s'appelle Nicolas Sarkozy, le grand traître. Le grand traître, le traître. Parce que alors, lui, il a vendu 600 tonnes d'or donc, aux États-Unis à un prix de toute concurrence pour la Fed. L'or était au plus bas. Hein. Et comme je le raconte dans le livre, c'est très intéressant d'ailleurs. L'ambassade de France à Washington, elle ne comprenait pas comment. Alors que Sarkozy était ministre du budget, donc il n'avait pas à être reçu comme un président. Hein, il n'était pas président de la France, hein, déjà.
Mais on lui donne un rendez-vous avec Jon Snow, qui est le directeur du Trésor, et bien entendu avec Greenspan. Comme ça. Comme ça. Il arrive, non, pas prévu du tout. Pas prévu, et qu'on le par l'ambassade. qui vient, tout le monde. Ouais, voilà, c'est page 309, tiens, on va vous le donner. Non, parce que je vais vous lire ce qu'a écrit le journaliste du Parisien ou du Point, je sais plus. Voilà. Sarkozy s'entretiendra avec Alain Greenspan, patron de la réserve fédérale et grand argentier du pays depuis 17 ans, avec le secrétaire du Trésor Jon Snow, et enfin avec le président de la Banque mondiale, James Wolfenson, nous explique le Parisien du 23 avril 2004. Voilà. Et alors, là, je vous lis le truc. Le numéro 2 du gouvernement a obtenu de rencontrer Colin Powell, chef de la diplomatie. Donc, le mec, il ministre du budget. Ministre du budget, et Condoleezza Rice, plus proche conseillère du président Bush pour les affaires étrangères. Alors, écoutez bien. Ces demandes ont été satisfaites en 30 minutes, raconte un brin impressionné un membre de l'ambassade de France à Washington. Et ça, c'était dans le Parisien du 23 avril 2000, je sais pas combien, 2004. Voilà. Donc ça vous montre. Et qu'est-ce qui s'est passé 4 mois, 5 mois plus tard? Touc. En toute discrétion, il a vendu. C'est marrant, c'est ce qui est extraordinaire, c'est que personne n'a gueulé. Il n'y a eu aucun député qui a gueulé. Personne. 600 tonnes de l'or de la France, mais c'est la sueur du peuple qu'on vend. C'est valable pour les Belges, hein, les Canadiens, etc. Et vous avez vu également, vous parliez du document qui vous a impressionné. Ah bah que les. Expliquez-le. Ça faut en parler. Alors les Allemands et les dirigeants allemands et les dirigeants japonais, en fait, avant de prendre leurs fonctions, doivent signer un document qui, en gros, les inféode complètement aux États-Unis et voilà, qui les inféode, en fait, ils vont dans l'intérêt. Je vous lis la traduction. Je vous lis la traduction. Alors c'est un truc interne. Donc en fait, c'est sorti dans le livre de l'ancien patron du contre-espionnage allemand. Qui racontait ses souvenirs dans un livre et qui, vu le côté explosif du mal à se faire éditer apparemment en Allemagne, ça a été... Non, interdiction. Voilà, interdiction formelle d'être édité, donc il a édité dans une petite maison en Autriche. Voilà. Et en fait, je vous lis, alors ça concerne le traité d'État du 25/5/49, perte de la copie officielle numéro 4. Alors, je vous lis, c'est marrant parce que c'est un style de l'époque. Très honoré monsieur le ministre, la copie numéro 4 du traité d'État entre les puissances alliées et le gouvernement provisoire de l'Allemagne de l'Ouest du 21 mai 49 est définitivement égaré. Ce traité d'État secret révèle entre autres, écoutez bien, la hauteur de contrôle média des Alliés sur les journaux et les radios allemands jusqu'en 2099. Voilà. Les 10 actes du chancelier sur le document écrit que chaque chancelier fédéral de l'Allemagne doit signer sur ordre des Alliés avant de prononcer le serment de ses fonctions, ainsi que la saisie des réserves d'or de la République fédérale par les Alliés. Tadam. Voilà. Et dans la mesure où la copie numéro 4 du traité, blablabla, voilà. Ah, non, c'est marrant, tiens. Dans la mesure où la copie numéro 4 de ce traité pourrait tomber en de mauvaises mains, je recommande expressément d'en nier l'authenticité. Et c'est signé Dr. Rick Herrmann, ministre d'État. Voilà. Et c'est du Bundesnachrichtendienst. Donc c'est les services, le BND, le service de renseignement allemand. Voilà. Donc vous l'avez ici, vous l'avez page 88. Et vous avez également la même chose, grosso modo, pour le Japon. Voilà. Donc, et les Japonais, vous le voyez dans le livre, il y a à un moment donné un spécialiste qui rencontre un membre de la banque du Japon qui lui dit « Nous n'avons pas le droit d'acheter de l'or tant que les bateaux américains sont dans la mer du Japon ou tournent dans le Pacifique. » Voilà. Qu'est-ce que les États-Unis empêchent les autres pays d'acheter de l'or? Il leur a interdit. Alors, écoutez, justement, alors, ça tombe bien que vous en parliez. Allez sur la revue de presse de cette semaine. Vous savez que ce livre, notamment, il y a un douanier que je remercie beaucoup, qui m'a beaucoup aidé, notamment avec tous les textes spécifiques. C'est des textes juridiques, mais qui sont votés malheureusement ensuite à l'Assemblée. Tous les textes sont votés aujourd'hui pour empêcher les Français et les Européens d'acheter de l'or, les Français en particulier. Et en plus, tout est fait pour que l'or quitte la France. C'est-à-dire que si vous partez demain, vous prenez l'avion et vous dites tiens, je vais aux îles Caïmans, aux îles Vierges, et dans ma valoche, j'ai à peu près 50 lingots d'or, la douane ne peut rien vous dire. En revanche, c'est ce que souligne le douanier justement sur la revue de presse, si vous arrivez en France avec un lingot d'or
les mêmes lingots d'or. Hein. Mais justement, vous arrivez en France, alors là, tout de suite, on vous tombe dessus, confiscation, enfin, non mais voilà, vous voyez, tout est fait pour que ça aille dans ce qu'on appelle, vous savez, toutes ces îles qui appartiennent en fait au monde anglo-saxon. Hein, les îles Vierges, tout ça. Les Bermudes, etc. Ouais. Voilà, tout ça, c'est le Commonwealth. Le Commonwealth, ça veut dire quoi? Le wealth, ça veut dire c'est la richesse. Commune, ouais. La richesse commune, le Commonwealth protestant, hein, anglo-saxon, voilà, typiquement. Et c'est une... et moi, c'est un truc que j'avais vu d'ailleurs quand j'avais fini d'écrire 777. Parce que nos livres sont sortis en même temps, le bouquin de Soral était sorti en même temps, Comprendre l'Empire. On était sorti une semaine, bon, à l'époque où je ne le connaissais pas. Mais j'ai lu son livre, et ce qu'il montre, c'est très intéressant. Moi, je l'avais vu, mais ce n'était pas le sujet de mon truc. Mais on le voit que c'est effectivement le monde protestant, donc de l'Ancien Testament, contre le monde du Nouveau Testament. Et on le voit bien dans le livre. On le voit bien que leur volonté, c'est de prendre absolument l'or, parce que quand vous prenez l'or d'un pays, vous faites du monetary debasement. C'est-à-dire que les gens n'ont plus de monnaie véritablement saine. Ils ne peuvent pas avoir une monnaie d'échange saine, et par conséquent un gouvernement sain, hein, et par conséquent une certaine forme, même une grande forme d'indépendance, on va dire ça comme ça. Surtout ça, hein, voilà. Donc c'est un ensemble. Hein. À un moment donné, vous avez quelque part Lénine. C'est même Keynes qui cite Keynes qui cite Lénine. Hein. Oui. J'invente pas, c'est génial. Il dit quelle est la meilleure façon pour détruire un pays sinon détruire sa monnaie. Ça n'invente pas ça. Et Keynes, alors lui, c'est porté, c'est l'apôtre quand même de l'économie, parce que, alors, dans le livre... Non mais attendez, c'est l'apôtre, oui, vous avez raison, c'est l'apôtre de l'économie, mais pourquoi les Anglais? Parce que justement, il a pu obtenir son truc à Bretton Woods pour que la France ne redevienne pas, hein, voilà, que l'or ne redevienne pas... C'est barbare, il dit, c'est la relique barbare. C'est la relique barbare, voilà, il dit c'est une relique barbare, on l'envoie vraiment... Donc ça, c'est terrible d'avoir... Donc ça a enterré... Mais moi, je vous dis ça, j'avais écrit ça sur la relique barbare. Vous savez, la relique barbare, ça fait... J'en parle dans le livre, c'est une référence aux reliques des saints. N'oubliez jamais ça. La relique des saints. Vous allez, par exemple, vous allez à Sienne, hein, vous avez la tête coupée de Sainte Catherine de Sienne qui est encore là, qui est incorruptible. Dans mon livre sur les anges, vous avez un chapitre entier sur les corps incorruptibles. Hein, cette espèce d'humour noir de Dieu qui décide qu'un tel qui a vécu une vie de saint sera incorruptible. C'est même le sujet principal, si mes souvenirs sont bons, d'un livre de Dostoïevski qui s'appelle non, c'est pas Crime et Châtiment, c'est les frères Karamazov. Hein. Vous avez un prêtre, on appelle ça un prêtre orthodoxe, le Stary, et Starsky Hutch. Le Stary, hein, voilà. Et donc il meurt, et tout le monde se demande s'il va être incorruptible. Parce que dans la vieille Russie, les vieux prêtres orthodoxes, quand ils mouraient en général, s'ils avaient vécu une vie, ils étaient toujours incorruptibles. Hein, par exemple, il y a beaucoup de gens qui nous regardent au Liban. Hein, au Liban, vous avez le corps de Charbel Maklouf. Hein, qui a été découvert totalement incorruptible. De la même façon que le corps de la petite voyante à Fatima, Thérèse d'Avila, Sainte Catherine de Sienne, et Padre Pio, justement, j'en parle des meilleurs. Hein, donc, vous avez ça, un chapitre en clé sur Enquête sur Alexandre des Anges Gardiens. Et justement, vous voyez le mélange de tout ça. C'est-à-dire que ça, c'est le résultat de tous mes livres. J'ai bien senti. Parce que c'est vraiment... Oui. Un peu de tout, que c'était... Tout en plus se révèle, il y a une espèce de mise à jour de tout ce qui s'est fait, justement, en disant... Mais tout est logique. Tout est logique. Vous avez vu que l'effondrement du 29 septembre 2008 n'est pas innocent. C'était pas du tout innocent c'est extraordinaire. Alors, le 29 septembre, c'est la fête des anges. C'est la fête des archanges. C'est la fête des archanges. Donc voilà, l'archange Saint-Michel, voilà. C'est ces billets-là que j'avais envoyés à Jamie Dimon, le patron de la JP Morgan, hein, et à Blight Masters. Là, vous avez, vous voyez, ici, vous avez la date, 29/9/2008. Hein, et donc, Patrice Servage qui nous a fait, vous voyez, vous avez l'ange qui écrit Wall Street, hein, et ici, vous avez le lecteur, hein, qui montre que là, Wall Street va, boum, exploser. Hein, voilà. Vous avez gouverneur général Archange Gabriel, secrétaire général Saint-Michel, hein, caissier Jean de Patmos et Augustin Dupré. Voilà. Hein, voilà. Donc je dis ça parce que je serai à Bordeaux samedi. Donc c'est distribution de planches à billets pour tout le monde. Vous voyez, je ne suis pas comme la Fed. Hein, je ne garde pas
Je ne réserve pas ma planche à billets ou comme M. Draghi de la Banque Centrale Européenne qui, parce que c'est une escroquerie monumentale, hein, et 1000 milliards, le mec il ne fait que racheter des actions en bourse. Hein. Ça va pas dans les PME. Hein. Voilà. Ouais, mais c'est à la demande des Américains. C'est encore, voilà, pour sauver l'euro en fait. Voilà. C'est pour sauver l'euro. C'est surtout pour sauver les banques. Enfin, sauver les banques, quand on dit sauver surtout sauver les banques européennes qui doivent beaucoup d'argent aux banques américaines. Et n'oubliez pas, par exemple, la Société Générale a été sauvée par la Fed en 2008. Hein, ça, c'est très important. Hein, elle a été sauvée par la Fed. La Société Générale est un miroir exact. Les positions des traders de la Société Générale sont exactement les mêmes que celles de Goldman Sachs. Tout le monde le sait. Enfin, dans le petit milieu. Ouais. Hein, et donc c'est... Ouais. Oui, allez-y. Non, ça veut dire que la Société Générale, c'est quoi ils ont comblé le déficit parce que sinon ça allait s'effondrer, ils allaient fermer, c'est ça, ils étaient en faillite. Ils étaient, avec AIG, ils étaient explosés. Je crois qu'ils étaient à 12 milliards, je crois. Ah oui, quand même. Et la même banque qui vous dit « Ah non, monsieur, vous ne pouvez pas retirer 500 € en liquide. » C'est les enfoirés de première. Donc, ouais, et la chute du Vatican... Donc, voilà. Parce que oui, voilà, alors Saint-Michel, c'est ça, le 29 septembre, c'est le jour de Saint-Michel, il y a toute la symbolique de Saint-Michel avec avec son épée qui tue le dragon, enfin... Mais c'est le dragon à 7 têtes, c'est ça que je montre dans... Ouais. Hein, le dragon à 7 têtes, pourquoi Jean dit à 7 têtes hein, j'ai eu l'occasion de l'expliquer 20 fois, mais 7 têtes parce que lui ne connaissait pas le papier. À son époque, le papier n'existait pas. Le papier allait arriver 600 ans plus tard. Grosso modo, en même temps que la naissance de l'islam, on va dire comme ça, l'arrivée de Mahomet, etc. Le papier va se développer à ce moment-là. À l'époque, ils écrivaient surtout sur des peaux de mouton, etc. Et lui ne connaissait que les pièces en or et en argent, hein, et en bronze, enfin moins. Et surtout, donc pour lui qui connaissait la monnaie métallique, il ne comprenait pas ce que c'était que le papier. C'est une matière qui n'était pas encore inventée. Donc, mais il dit, je vois un monstre à 7 têtes. Les 7 têtes, c'est les 7 têtes, alors, du président, des présidents, hein, ils sont là, regardez. Voilà, je sais pas, on va le montrer là. Voilà. Hein. Je sais pas si ouais, on va voir, ouais. Vous le voyez bien là ? Ouais. Voilà. Donc, j'en vois un espèce de monstre, 7 têtes. Voilà. Et donc ça, c'est les billets américains. Mais c'est ce que vous avez techniquement sur les billets américains, des têtes. Des têtes, ouais. Hein ? Voilà. Et il y en a c'est génial son truc. Je rappelle quand même qu'il a dit aussi, qu'il a écrit dans l'Apocalypse de Jean, je vois des images qui bougent et qui parlent. Hein. Oui, je vois des images qui bougent et qui parlent. Balèze le mec, hein. Ouais. Ça, c'est vrai que c'est... Des images qui bougent et qui parlent. Voilà. Et on apprend aussi que tout ça commence, alors ça aussi, ça m'a beaucoup impressionné. Donc, Wall Street, c'est un marché aux esclaves. Non, mais... Vous êtes un trader, vous le savez pas. Non, mais c'est ça. Non, mais c'est énorme. Non, mais c'est énorme, mais bien sûr. Vous êtes un trader et vous ne le savez pas. Vous êtes né, ou vos parents, vos cousins. C'est incroyable. C'est un marché aux esclaves qui est devenu donc l'endroit où on a commencé. Et pourquoi ils ont fait ça là-bas ? Pour contrecarrer le marché des esclaves des Français. D'accord. Eh oui. N'oubliez pas, New York avant, ça s'appelait New Amsterdam. New Amsterdam, bien sûr. Tiens, justement, je ne sais pas si en régie, ils peuvent nous trouver cette fameuse chanson qui est connue que du monde anglo-saxon. C'est New Amsterdam et New York. Et c'est une chanson des gens compagnons de la chanson anglaise. Ouais. Je ne sais pas s'ils peuvent éventuellement le trouver. Ouais, c'est un groupe de 5 chanteurs... genre la cinquantaine, soixantaine, quoi. C'est genre compagnon de la chanson anglaise. Parce qu'ils chantent justement le changement de nom de New Amsterdam à New York. Hein, voilà. Et le centre le Blight Masters, techniquement, c'est ma copine, hein. Blight Masters habite juste à côté, parce que c'est à Tribeca, hein, dans le quartier de... Voilà. Ça, c'était le centre. C'est ici qu'on vendait les esclaves aux enchères. Maintenant, on vend les actions aux enchères. Maintenant, c'est Wall Street. Donc, écoutez-moi, quand Jean dit dans son texte, 2000 ans avant, quand les anges lui montrent ce futur extraordinaire, il lui montre, je vois le diable qui s'installe sur une plage. C'est une plage, ça. D'accord ? Ouais. C'est une plage. Ouais. Hein, on va montrer une autre photo parce que ça peut peut-être les aider. Voilà.
Voilà. Ça, c'est le New York à l'époque. Hein. Voilà. Allô? Donc ça, c'est Manhattan. Je sais pas si on le voit. Ouais, on le voit. Ouais, Parce que j'ai pas de retour, donc c'est non, pas ça. non, mais on le voit. Ouais, voilà. Donc la plage, elle est là. Hein. Et le fameux mur Wall Street, il est là. C'est le mur des Vallons. Alors, c'était un mur ethnique pour empêcher les Indiennes de venir coucher avec les Blancs. Avec les Blancs, voilà. Parce que les Blancs protestants, vous savez, c'est uniquement... Voilà, donc c'est que le soir, dès qu'ils sont un peu... Voilà, c'est un mur qui ethnique. sépare, voilà. C'est un mur ethnique, il faut dire ce qu'il y a. C'est exactement comme le mur aujourd'hui entre Palestiniens et Israéliens. Voilà. C'est très net. Ce mur est là. Aujourd'hui, vous avez ça sur Google Maps. Donc Tribeca, c'est ici. Wall Street, tout ça, c'est genre... En fait, c'était le quartier général de l'esclavage absolu des Hollandais. Tant que c'était hollandais. Il y avait, je salue tous les fumeurs, hein, parce que vous allez voir que Peter Stuyvesant est dedans. Voilà, Peter Stuyvesant, évidemment, le gouverneur c'est drôle. hollandais. Ouais. Non mais c'est incroyable. Peter Stuyvesant joue un rôle dans ce livre 666, c'est marrant. Qui aurait imaginé des trucs comme ça? Mais vous savez, moi j'ai pris un plaisir fou à écrire ce livre. Ouais. Mais ça sent, un lecteur me dit que ça se sent et qu'ils sont emportés dans le... Ils peuvent pas le lâcher. Oui, j'ai des lecteurs qui me disent, c'est un peu ça. J'ai lu en 2 jours, je ne pouvais pas le lâcher, ça m'énerve. C'est un peu ça, parce que quand on s'y plonge, on tombe comme ça sur chaque, j'ai envie de dire, chaque anecdote comme une toile qui est en train de se tisser, puis on comprend, quoi. Mais bien sûr. On comprend ce qui est en train de se passer. C'est la vraie histoire du XXe siècle. Voilà. L'or, c'est la véritable histoire. C'est l'histoire des États-Unis, c'est la manipulation. Pourquoi ils ont fait un défaut de paiement? Parce que, bien entendu, ils n'ont pas pu respecter les accords de Bretton Woods. Oui. Bretton Woods dit, ça c'est de l'or, d'accord? Il dit, voilà, si vous avez 200 kilos d'or dans les forts dans la Fort Knox, vous devez avoir ça de billets. Voilà. Et vous ne pouvez pas émettre plus de billets que ça. Maintenant, si vous avez moins d'or, on va dire, vous avez ça, hein, vous avez pas, soit vous rachetez de l'or, hein, donc pour compenser, hein, soit vous n'imprimez pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tout le contraire. Avec la guerre du Vietnam, ils ont imprimé pour, je ne sais plus, des centaines de milliards, hein, et ils ont dévalué. Et en fait, ils se sont enrichis sur le dos des Européens. Toute la richesse aujourd'hui des États-Unis, c'est sur le dos des Américains. Et ça sera détruit intégralement, totalement. Comme vous avez... c'est-à-dire vous le verrez à la fin. On va dire, parce que c'est important de suivre le fil spirituel. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose qui me tient à cœur parce que, moi je dis très souvent, hein, n'oubliez pas, dans 777 et à la radio, j'avais donné la sortie de Benoît XVI. Donc, ce qui valide mon interprétation du texte de Jean, d'une part, et ce qui valide mon interprétation, d'autre part, du 666. L'un ne va pas sans l'autre. Hein, voilà. Donc, si vous voulez vraiment savoir ce qui vous attend là, c'est pas tant de savoir qu'il y aura des révoltes, c'est pas ça. C'est que vous compreniez la logique et pour que vous intégriez dans votre environnement ce que vous devez, comment vous préparez à ça. Voilà, on va dire ça comme ça. Et ça veut dire que si, voilà, demain le dollar va s'effondrer, tous les pays... Mais c'est déjà effondré. Il s'est déjà effondré, voilà, mais... Quand tout ça va devenir un peu plus... Vous savez d'ailleurs, pardonnez-moi, parce que vous parlez de ça, vous savez que juste avant de venir, j'ai vu qu'il y a eu un gros clash au Congrès américain, où vous avez tous les industriels qui ont appelé leur député local en disant, attendez, là, le dollar est en train de monter, l'euro est en train de baisser, nous, on n'est plus compétitifs, nous voulons un euro fort. Mais oui,